Détroit, Michigan. La ville fut fondée en 1701 par un Français, Antoine de la Motte Cadillac. La ville trouve son essor entre 1900 et 1930, lorsque l'industrie automobile lui donne son surnom de The Motor City. Car c'est là que le 16 juin 1903, Henry Ford crée la Ford Motor Company. Et c'est en 1908, avec l'arrivée de la célèbre Ford T, qui fut vendue à plus de 15 millions d'exemplaires dans le monde, que Détroit eut ses lettres de noblesse. Mais ce fut également, début des années 1900, que fut sans conteste le moment charnière pour de nombreuses marques de motos américaines. La bataille entre Harley-Davidson et Indians faisait rage. Lorsqu'en 1911, après un premier prototype inspiré de la FN4 de 1905, les frères William et Thomas Henderson conçoivent leur première moto, la Henderson Model A. Une moto haut de gamme, à 4 cylindres et 7 chevaux, portant leur nom de famille. Le moteur, de 934 cm3, a parcouru environ 80 km avec un peu plus de 3 litres d'essence et environ 281 km par litre d'huile. Le véhicule était équipé d'un démarreur à manivelle et d'un frein à pédale agissant sur la roue arrière. Et c'est à cette époque, en 1912, que le jeune Carl Stearns Clancy, qui avait un esprit curieux et une âme agitée, ayant grandi à Epping, dans le New Hampshire, à l'aube du XXe siècle, ce fils égaré d'un prédicateur avait une aspiration qui le consumait: accomplir le voyage en moto le plus long, le plus difficile et le plus périlleux jamais tenté. Bref, faire le tour du monde sur 2 roues. Du haut de ses 22 ans, et en 1912, ce n'était pas une tâche anodine. Et à peine 18 ans après la disparition de Frank Lenz, en 1894, dans une partie reculée de la Turquie, tentant un exploit similaire sur un vélo. Les routes n'étaient encore généralement pas goudronnées, les communications internationales restaient irrégulières et les stations-service étaient pratiquement inexistantes. Mais inébranlable, Clancy a trouvé les soutiens. La jeune industrie l'a accueilli avec scepticisme, mais la marque a rapidement acquis une réputation de vitesse. Pourtant, étant donné son prix énorme de 325 $, plusieurs mois de salaire pour l'ouvrier moyen, les frères ont parfaitement compris la nécessité d'une publicité agressive. Leur première annonce utilisait des slogans tels que « silence, douceur et douceur de rouler » et suggérait timidement que les femmes trouveraient le siège passager irrésistible. Les frères Anderson ont donc autorisé Clancy à installer des concessions partout où il irait, avec une commission de 5 $ pour chaque commande de moto qu'il négocierait. De plus, le magazine Bicycling, World et Motorcycle Review ont accepté de le payer pour des rapports périodiques. Finalement, il a persuadé un ami, Walter Storey, d'acquérir une Anderson et de le rejoindre dans l'aventure. Bien qu'il n'ait aucune expérience de la moto, et se préparant durant plusieurs mois, les deux amis ont assemblé un assortiment de clés, une trousse de premiers soins, une machine à écrire pliante, des appareils photo. Pour plus de sécurité, Clancy a apporté un revolver Savage. Ils ont établi des plans d'urgence pour faire expédier des pneus, de l'essence et de l'huile de graissage vers les régions non civilisées, où ces produits de haute technologie n'étaient pas encore disponibles. Pour avoir accès aux cartes routières et aux informations de voyage, ils ont rejoint une multitude de clubs de tourisme. Pour leur ouvrir les portes, Clancy a apporté des lettres d'introduction de William J. Gaynor, le maire de New York, qui, 2 ans auparavant, fut victime d'une tentative d'assassinat, et du président de la République, William Howard Taft. En partant de Dublin, en Irlande, en octobre 1912, les gars ont rattrapé leur nouvelle machine expédiée directement de l'usine. Leur visite de la patrie ancestrale de Clancy a commencé de manière désastreuse. Tout d'abord, Clancy a appris que les importateurs Henderson à Londres avaient déjà passé une commande de 200 machines, sans son aide. Puis, un tramway impérial a écrasé la roue arrière de la moto de Storey,
Confiant la machine cassée à un magasin de moto pour réparation, Clancy et Storey sont montés à deux avec 75 livres de matériel collectif sur la bonne machine, se dirigeant vers l'intérieur des terres en direction du comté de Donegal, le coin accidenté du nord-ouest de l'Irlande. Ils ont roulé à une vitesse de 32 km/h. Pour faire le plein d'essence, ils devaient souvent chercher à pied une quincaillerie. Pourtant, les anciennes cabanes en pierre, les paysages à couper le souffle et la population pauvre, mais joyeuse, ont plus que compensé leurs difficultés. De Belfast, ils ont navigué vers Glasgow. Puis, ils ont traversé les Highlands écossais sur deux machines. Après avoir fait une pause à Gretna Green, ils entrèrent en Angleterre par le Lake District. Partout où ils s'arrêtaient, de grandes foules se rassemblaient pour admirer leur énorme machine. Dans l'ancienne ville universitaire d'Oxford, ils ont aperçu le jeune prince de Galles, le futur Édouard VIII. À Londres, ils ont visité le somptueux Royal Automobile Club, où ils ont accordé une interview au magazine Motorcycling. En naviguant vers Rotterdam, les deux amis ont commencé leur tournée du continent européen, en passant par la campagne belge, qui serait bientôt décimée par la Première Guerre mondiale. Arrivant à Paris, à temps pour Thanksgiving, ils se sont installés pour réévaluer leur plan. Les choses n'allaient pas bien et Clancy le savait. Ses fonds ont été épuisés et son partenaire s'est retiré, bien que Clancy soutienne publiquement que Storey avait été rappelé impérativement par son employeur. La mère de Clancy a donné en privé une explication différente. Écrivant à son fils, George, elle a confié « Storey est une sorte d'artiste et veut rester à Paris pour peindre. » Même les parents de Clancy l'ont exhorté à abandonner sa quête et à rentrer lui-même chez lui. Au début de 1913, soutenu par une commande d'un concessionnaire parisien et la promesse d'Anderson de lui payer 500 $ s'il arrivait au Japon avec sa moto, Clancy jura de continuer seul. Il a fait quelques préparatifs, comme le remplacement de ses pneus. Peu de temps après, Clancy reprit la route, parcourant la magnifique vallée de la Loire et ses splendides châteaux, et filant vers le sud en direction des Pyrénées. L'Espagne a été un point bas pour Clancy, à commencer par la frontière, lorsque les douaniers ont exigé des frais scandaleux de 50 $ en fonction du poids de son véhicule. Les routes étaient épouvantables, et l'essence était la plus chère qu'il ait jamais vue, environ 90 cents pour 3 litres d'essence, le quadruple du prix aux USA. Puis, Anderson est tombé en panne. Entendant un étrange coup dans le moteur, Clancy a diagnostiqué le problème comme étant un roulement cassé. Clancy a guidé sa machine boiteuse jusqu'à un magasin de moto, où elle resterait 3 jours, en attendant la fabrication d'une pièce de remplacement. Son excursion européenne terminée, Clancy avait déjà surmonté de nombreux défis. Pourtant, l'ancien monde avait présenté des cultures occidentales relativement familières, dans lesquelles son anglais, avec son français rudimentaire, suffisait généralement pour les communications. Clancy savait bien que ses vraies aventures commenceraient une fois qu'il aurait mis le pied en Afrique du Nord et contourné la côte accidentée entre Alger et Tunis. Presque au bon moment, quelque part entre ces points, une bande de 6 Arabes, sur des poneys, sont soudainement apparus et se sont lancés à sa poursuite, tirant avec leurs fusils en direction de Clancy. Heureusement, il a réussi à semer ses poursuivants, atteignant un havre de paix, un col de montagne. Clancy a abandonné l'idée de traverser la Chine, lorsqu'il a appris que les routes y étaient impraticables. Néanmoins, il rejoigna l'île tropicale de Ceylan, aujourd'hui Sri Lanka. Le long des sentiers de la jungle, il eut plusieurs accrochages, presque fatals, avec des buffles d'eau et des guépards. La nuit, il trouva sa tente entourée de chacals et de chats de montagne. Les routes
étroites et sinueuses du Japon, offrant une vue constante sur les montagnes et les ruisseaux, ont limité le rythme de Clancy. Mais il n'était pas pressé, déclarant que c'était le pays le plus fascinant où faire de la moto. Tout est si différent, si beau, si particulier dans ses charmes. En mai 1913, Clancy arriva à San Francisco. Là, il a commencé sa dernière poussée de 8000 km à travers les États-Unis, accompagné de Robert Allen de Los Angeles, qui a conduit une Anderson de 1913 remaniée. Près de Portland, Oregon, Clancy a rencontré les pires routes qu'il avait vues pendant tout le voyage, pleines de roches et de boue. Certains jours, les deux amis parcouraient à peine 30 km. Le duo a passé 5 jours à visiter le parc de Yellowstone à pied, tandis qu'un mécanicien de Livingston réparait la fourche de la moto de Clancy. À la fin d'août 1913, Clancy retourna triomphalement à New York sur son Anderson, abîmé mais toujours fonctionnel. Il a ainsi réalisé le premier tour du monde officiel en moto, après avoir parcouru 29 000 km sur 3 continents en 11 mois. Pourtant, malgré la vague d'articles de journaux qui se sont matérialisés dans son sillage, sa renommée de motocycliste s'est avérée de courte durée. Il n'accomplirait jamais son plan initial de transformer ses notes méticuleuses en livres. Heureusement, son manuscrit original et de nombreuses photos ont été conservés après sa mort. En 1971, son ancien gouvernante a hérité de la collection et l'a transmise à Liam O'Connor, un garçon curieux du quartier qui passait à la résidence Clancy à Alexandria, en Virginie, pour entendre M. Clancy raconter son aventure. Désormais, professeur de médecine à l'Université d'Australie occidentale à Perth, O'Connor a récemment fait don de son matériel, y compris une paire de bottes que Clancy avait portées en route, au Smithsonian Institute à l'invitation de la famille Clancy. Clancy a poursuivi une brillante carrière cinématographique, mais on s'en souviendra sans doute mieux de lui pour cette balade historique il y a un siècle. Bien qu'il regrette d'avoir perdu son partenaire Storey, une grande partie de la fascination de la moto, écrit-il, réside dans l'esprit de camaraderie qu'elle encourage. Il était convaincu d'avoir atteint son objectif principal, prouver qu'un tour du monde en moto était non seulement possible, mais aussi enrichissant. Je me sens en sécurité, conclut-il, que par aucun autre moyen je n'aurais pu obtenir un aperçu aussi large des conditions dans les pays étrangers. Clancy fut sans nul doute le précurseur de ce qui pouvait arriver quelques années plus tard, la passion de la moto. Pour beaucoup de gens, c'est devenu un style de vie.